Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Accès Direct, votre émission de rencontres et d'informations en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 3 avril 2019 et voici le programme du soir. Je recevrai Pierre Champliot, trésorier de l'ADABio, l'antenne locale de la Fédération d'agriculture biologique. Nous évoquerons avec lui l'action menée en justice par plusieurs agriculteurs contre l'État. Je recevrai ensuite la fondatrice de la marque Mero. Elle sera avec nous pour nous présenter ses sacs modulables et surtout éco-responsables. Enfin, l'artiste peintre Joël Bernard viendra nous parler de ses peintures et de sa spécialité, les caricatures. Mais avant, je reçois Clémence pour les titres du JT. Salut Clémence. Salut Victoria. Alors, dans le journal tout à l'heure, on parlera de la fin de la concertation publique pour le Funiflène. Exactement. Après la concertation publique, c'est donc le top départ pour Funiflène. Les acteurs du projet se sont réunis ce lundi. Le télécabine devant relier Maglan à Flaine devrait voir le jour à l'horizon 2023. On fera un petit point dans le journal. Et puis ce sera le deuxième épisode de la série de la semaine consacrée au monde des graffeurs. Oui, alors ce soir, un épisode surprenant. Vous verrez que le ruban adhésif peut se transformer en œuvre d'art. Et oui, portrait d'Y, un artiste genevois réalisé par Juliette Vincent-Seigné. On a hâte de voir son reportage en tout cas. On passe à notre revue de presse, Clémence, et on commence avec une attaque contre un cycliste. Oui, alors c'est une revue de presse un petit peu coup de gueule que j'ai choisie du coup ce soir. L'article vient de France Bleu. Alors ce matin, je tombe sur cet article, j'ai bien commencé ma journée du coup. Un VTTiste a été victime d'une agression. Alors le VTTiste en question, vous le voyez là à l'écran, il s'appelle Maxime Marotte, il vient de Mulhouse. Pour la petite histoire, il a fini 4e aux Jeux Olympiques de Rio et vient de remporter la première épreuve de Coupe de France de VTT Country. C'est donc pas n'importe qui dans le milieu du VTT, ou du moins on peut surtout se dire qu'il sait rouler. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je te dis ça. Il s'est entraîné sur une route près de Rumilly ce mardi et donc il a été victime d'une agression, comme je te le disais. De manière gratuite et délibérée, on lui a tiré dessus avec un pistolet à billes alors qu'il roule bien à droite, en fait, tout simplement une voiture. Apparemment mécontente, tente de le déboîter et sans qu'il n'y ait eu une altercation ou autre, il sent des billes qui vont toucher son vélo, puis son dos et enfin son coude. On voit là donc du coup sur la deuxième photo qu'il a postée sur les réseaux sociaux l'impact qu'il a pu avoir sur son coude. Donc ces blessures bien sûr ne sont pas graves, mais le geste reste là tout simplement. Alors, il a précisé sur les réseaux sociaux également qu'il ne portera pas plainte parce qu'il n'a pas identifié la plaque d'immatriculation de la voiture, mais il a expliqué donc son indignation, notamment sur les réseaux sociaux et sur Facebook. Et il fait état en fait d'une dégradation pour les conditions des cyclistes en règle générale. Alors, je le cite. Sur les routes, tout le monde est de plus en plus pressé, de plus en plus stressé. Souvent, on nous frôle et on joue avec nos vies. Ça me semblait important ce soir de rappeler que les cyclistes sont présents dans les routes. Nous, ici, particulièrement. Alors, même s'il y a des voies, des pistes cyclables qu'il faut emprunter, bien évidemment, ça arrive qu'il y en ait sur la route. Donc, surtout, faites attention quand il y a un cycliste sur la route. Voilà, tout simplement. On a battu, je crois, un record en ce début d'année d'ailleurs de cyclistes tués sur les routes. Donc effectivement, c'était un coup de gueule qu'on peut pousser, Clémence, ce soir. Fallait quand même le rappeler. Toi, par contre, pour ta revue de presse, Victoria, tu nous parles d'abord d'un homme qui a été condamné en Haute-Savoie après avoir menacé les filles de Christophe Castaner. Oui, c'est une information que j'ai lue sur le site de la chaîne LCI et c'est un internaute de Haute-Savoie qui a été condamné ce mardi par le tribunal de Thonon-les-Bains à 140 heures de travail d'intérêt général et 2400 € de dommages et intérêts. Donc, selon France Bleu, Pays de Savoie, l'homme avait menacé par mail la famille du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Il avait promis, cet homme, je cite, de tondre ses filles et de les jeter à la Seine. Donc, des propos assez violents. Selon l'avocat de ce fautif, il aurait écrit ces mots dans un accès de colère, voyant des images de gilets jaunes tournées en boucle depuis des mois. L'homme avait jusqu'ici un casier judiciaire vierge et l'avocat de la famille Castaner a de son côté fait savoir que la somme des dommages et intérêts perçus serait reversée à la Croix-Rouge. Un petit peu plus léger maintenant pour la deuxième revue de presse. Miss France en vacances à Avoria.
Effectivement, un registre un peu plus léger avec des photos de ces Miss France qui affectionnent particulièrement la station d'Avoria en Haute-Savoie. On le sait, Sylvie Tellier est une habituée de la station. Elle y a passé un agréable séjour, semble-t-il, ce week-end, comme nous l'indique ce tweet du Dauphiné Libéré. Et elle a peut-être croisé sur les pistes une autre Miss France, puisque Laurie Tillman, Miss France 2011, était aussi à Avoria ce week-end et en début de semaine avec son compagnon, le chef Juan Arbelez. Alors j'espère que je prononce correctement. Il a été révélé dans l'émission Top Chef et tous les deux se sont ensuite dirigés vers la station de Megève pour le challenge des chefs étoilés qui avait lieu ce début de semaine. Bref, en tout cas, les montagnes n'en finissent pas de séduire les Miss. Donc si on va à Avoria, on est une Miss France ? Un peu ça. On peut tenter, je ne suis pas sûre que ça fonctionne dans ce sens-là. Merci Clémence, on te retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et d'ici là, on poursuit l'émission, on débute même l'émission avec notre première rubrique, la rubrique Dans l'actu. Pour cela, j'accueille Pierre Champliot. Merci de me rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes trésorier de l'ADABio, qui est l'antenne locale de la Fédération de l'agriculture biologique. Vous êtes avant tout agriculteur, vous dirigez une exploitation dans l'Ain. Avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous présenter justement votre activité? Que faites-vous et surtout que signifie être agriculteur bio? Alors, je suis donc agriculteur dans le département de l'Ain. Je travaille avec des vaches laitières. Et je fais des cultures, donc plusieurs types de cultures. Je suis associé avec mon épouse, et puis j'ai un employé. Alors qu'est-ce que ça signifie d'agriculture bio? C'est de montrer une autre manière de produire, tout en étant plus respectueux de l'environnement. Et aujourd'hui, de pouvoir apporter des produits de qualité, et surtout qui aillent bien dans le bon sens au niveau de la santé, quoi. Alors, vous êtes ici notamment parce que vous avez mené une action en justice contre l'État concernant le retard de paiement de certaines aides. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur les aides qui sont en place pour les agriculteurs bio ? Alors, donc il y a des choses qui ont été modifiées depuis, mais donc en 2013, quand j'ai démarré ma conversion, on a une aide qui vient, comment vous dire, fait partie de l'enveloppe MAEC Bio, qui permet d'aider pendant 5 ans pour convertir son exploitation en agriculture biologique. Donc derrière tout ça, bon, il y a un cahier des charges qui est très bien déterminé, mais qui demande parfois des investissements. Donc c'est vrai que ces aides sont bien faites. Alors il y a plusieurs investissements matériels, humains, c'est-à-dire qu'on se forme aussi à des techniques et tout pour pouvoir pratiquer tout ça. Et donc ces aides sont très importantes au niveau économique pour l'exploitation. Et depuis donc 2016, eh bien, il y a un retard de paiement. Donc à chaque fois, chaque fin d'année, on nous disait il n'y aura pas de souci, il y a un calendrier qui a été émis, vous serez réglé assez rapidement. Bon voilà, ça fait 3 ans. Donc il y a un moment, c'est stop, parce qu'au niveau au niveau des finances, au niveau de l'exploitation, ça devient dramatique puisque c'est des sommes, enfin pour mon cas, c'est 35 à 40 000 euros qui étaient quand même sur la table, et donc qui engendraient des problèmes de retard de paiement. Pareil, au niveau de nos salaires, on était obligé de vivre avec le strict minimum. Et donc voilà, avec le réseau, donc avec la FNAB, on est 3 agriculteurs à avoir porté plainte. Pour justement faire une injonction au niveau de l'État pour qu'il paye, enfin, il nous verse ses primes en sachant que j'ai un contrat avec l'État qui stipulait bien, je devais respecter le cahier des charges bio certifié par l'organisme et en contrepartie, on avait un versement annuel de ces aides. Voilà. Donc au bout de 3 ans, c'est vrai qu'à un moment, c'est stop. Alors, on avait eu des avances, mais ça ne représentait qu'une petite partie et il manquait quand même le reste. Et puis, voilà, nous, on a besoin de gérer nos exploitations, d'avoir une vision et puis de pouvoir mettre l'exploitation à un bon niveau pour se dire on produit. Il y a une demande sociétale, donc aujourd'hui, c'est de faire face à ça. Je ne voudrais pas que demain, on vienne nous dire vous n'avez pas su répondre, pourtant la société demandait des produits, on est obligé de les faire venir à l'étranger. Oui, il faut nous aider aussi à se convertir et tout. Donc c'est bien cette partie-là qui est importante, c'est au niveau des primes quand on se convertit à l'agriculture biologique. Alors en région Auvergne-Rhône-Alpes, depuis 2017, il n'y a plus d'aide au maintien. Voilà, donc au moins les choses, on ne pourra pas dire, on est aussi sous perfusion et tout, on doit vivre de nos produits. Voilà. Et donc sur le retard dans ces paiements, vous avez décidé d'attaquer l'État. C'était une première en France ?
Bah écoutez, au niveau des bio, oui, je pense que c'était une première. Faut dire qu'elle a dû être efficace, hein, puisque pour mon cas, un mois après, toutes mes aides m'ont été versées. Donc on se pose des questions, hein. Pourquoi avoir attendu tant de temps? Il faut arriver à faire une action en justice pour avoir son règlement, enfin avant que le juge des référés ait à se prononcer, hein. Comme ça coupe court à l'action. Bon, moi je continuerai quand même sur l'action indemnitaire. Parce que, donc voilà, moi derrière, j'ai eu des contreparties négatives, hein, puisque je faisais partie d'une coopérative d'utilisation de matériel en commun. On m'a demandé de bien vouloir arrêter de prendre le matériel. Il y a des coopératives de fourniture qui m'ont soldé mes comptes. Donc voilà, et derrière, c'est vrai que je n'arrivais plus à me justifier, puisqu'on avait un calendrier de paiement depuis 3 ans qui stipulait que dans un délai de 2 mois, 3 mois, 4 mois, on allait toucher notre argent. Donc il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez? Et puis la banque, elle a essayé de me suivre un petit peu, mais je n'avais aucun justificatif. Donc voilà, je me retrouvais dans le vide total. Donc à un moment, c'est... Bon, j'aurais pu faire comme certains collègues, mettre le feu. Bon, je trouve que c'est malheureux parce que quelque part, c'est toujours le consommateur qui va payer. Donc voilà, on est allé en action juridique. Apparemment, ça a l'air d'avoir porté ses fruits. À mon niveau, j'ai encore beaucoup de collègues qui sont en attente, hein, aujourd'hui. C'est ça, il y a encore, notamment en Rhône-Alpes, des agriculteurs? Il y a des agriculteurs en Rhône-Alpes, hein. Il y en a un qui m'a appelé, il a des vergers et puis des plantes aromatiques. Et aujourd'hui, il s'est engagé avec des grosses sommes, puisque là, il y a un soutien très important. Et aujourd'hui, il est dans une situation un peu catastrophique, parce que ça lui a demandé du matériel très spécifique. Et là, il n'arrive plus à joindre les deux bouts, quoi. Donc il veut se joindre à notre action. Donc à la limite, il me remplacera peut-être. Et puis en espérant que ça puisse aboutir rapidement pour lui. Mais c'est quand même ce côté-là. On se dit, on nous demande faire des actions au niveau de l'environnement, avoir une agriculture plus saine et tout. Donc aujourd'hui, est-ce que l'agriculture biologique répond bien à ça? Enfin, on arrive à se questionner, puisque au niveau politique, on n'a pas ce soutien. Il a fallu quand même qu'on fasse notre démarche au niveau de notre syndicat, enfin notre Fédération nationale d'agriculture biologique, faire cette action-là pour arriver à se faire entendre. Bon, il me semblait qu'il y avait un syndicat qui se dit majoritaire. On ne l'a pas beaucoup entendu jusqu'à maintenant, hein. Donc voilà. Et pourtant, un des engagements du président Emmanuel Macron, c'était de passer de 6,5% de surface agricole bio à 15% en 2022 en France. Est-ce que vous croyez à cet engagement? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que c'est possible. Après, il faut avoir l'honnêteté. S'il faut soutenir pour pouvoir passer, il y a quand même un changement qui peut être assez important, hein, pour les exploitations. Il y a je vous disais, il y a des investissements mécaniques, enfin au niveau machinisme. Il y a des investissements au niveau personnel, hein. Il faut qu'on fasse des formations. Aujourd'hui, le budget des aides formation sont bloqués à 2 000 € par exploitation, hein. Donc derrière, ça veut dire que si on veut aller plus loin, il va falloir aussi qu'on participe financièrement à ces formations. Ces aides-là arriveraient à un bon point pour se dire, bon, ok, on a 2 000 € par exploitation, mais c'est important pour moi de faire des formations spécifiques et tout. Bon, voilà, j'ai un budget qui arrive, qui me le permet, et derrière, allons-y. Et moi, je sens une sensibilité dans le monde agricole, voilà, mais il faut leur donner les moyens de pouvoir le faire. Aujourd'hui, déjà, ils sont dans des situations économiques qui ne sont pas toujours faciles. Donc, un changement peut engendrer quand même des difficultés. Donc, voilà, ces aides-là sont faites pour ça. Et derrière, c'est les répercussions au niveau de la santé, hein, on en parle assez, au niveau de la pollution, les choses comme ça et tout. Bon, si on peut aller dans ce côté agriculture biologique, moi je crois qu'on fera un sacré pas, et ce serait aussi se réconcilier avec nos consommateurs. Merci beaucoup Pierre Champillot d'être venu nous voir sur le plateau. À bientôt. Écoutez, ça a été avec plaisir, et puis bonne fin de journée. Merci. On va passer à présent à notre rubrique initiative avec une belle entreprise d'Annecy. J'accueille sur le plateau l'entreprise Mero Mero, créée par Hélène Alera-Marie. Bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Accès Direct. Vous êtes venu du coup avec vos produits, puisque votre marque crée des sacs éco-responsables et plutôt ingénieux. Avant toute chose, comment vous est venue l'idée de créer cette marque ? Alors c'est vrai que j'ai jamais eu l'idée d'être entrepreneuse, c'est vraiment pas quelque chose qui était dans ma to-do list, on va dire. Et en fait, je suis devenue maman comme pas mal de personnes. Et en fait, j'habite au 4e étage sans ascenseur.
Ah oui, et je me suis retrouvée à effectivement avoir mon sac à langer d'un côté, mon bébé de l'autre, le sac de course. Et je me suis dit, j'ai posé mon bébé sur mon sac. Et je me suis dit, mais pourquoi personne n'a jamais pensé à créer un sac à langer de portage? Et c'est resté juste une idée comme ça. Et puis j'ai repris des études après 10 ans de travail dans le milieu de l'outdoor. Et j'ai eu la chance de pouvoir développer ce concept, cette idée. Et j'ai essayé d'en faire une entreprise. Donc là, aujourd'hui, ça fait 2 ans que ça existe. Et donc, de cette idée de sac à langer de portage, c'est vraiment devenu un concept un peu plus global de produits ingénieux pour petits et grands baroudeurs. Et c'est justement tout le concept. C'est vraiment de pouvoir s'adapter autant à des parents actifs qu'à des gens sans enfants. C'est vraiment dans la démarche de conception. C'est ça, hein. Au départ, on s'adresse aux parents, oui. Mais l'idée, c'est que ça ne reste pas que des sacs qu'on va utiliser quand on a des enfants. Ils vont pouvoir durer dans le temps, on va pouvoir les utiliser pour d'autres choses aussi. Exactement, et en fait, c'est tout le concept de l'éco-conception, en fait. C'est de dire, on va créer un produit, on va utiliser des ressources, on va le fabriquer, et il faut qu'il puisse être utilisé le plus longtemps possible. Ça, c'était vraiment notre base de l'éco-conception. Donc effectivement, on utilise des matériaux le plus éco-responsable possible, mais ça c'est aussi un bien grand mot, c'est qu'est-ce qu'on utilise. Mais avant tout, c'est vraiment quel usage on va faire des sacs. Et c'est pour ça qu'on veut qu'ils puissent vraiment être utilisés autant quand on est parent pendant quelques années pour s'occuper d'un enfant, comme sac à langer par exemple, ou de portage d'appoint, mais on peut très bien les utiliser après pendant des années et tous les jours. Alors justement, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme éco-responsable? Est-ce que ce sont les matériaux, les techniques de production? On a vu la durabilité en tout cas dans le temps. Exactement. Alors là aussi, c'est un vaste sujet. Quand j'ai créé l'entreprise, au départ, j'étais un peu extrémiste justement là-dedans. Et je m'étais dit, hors de question que j'aille en Asie, je ferai tout en Europe, voire en France. Et en fait, je l'ai fait, mais je me suis un peu pris des barrières, pour pas dire des murs. Et c'est vrai qu'on a essayé, on a fait appel à un fabricant en plus local, d'Annecy, avec qui on a travaillé sur la première production. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment très compliqué déjà en termes d'approvisionnement, trop cher, du coup des marges pas assez élevées et un prix de vente au final qui était exorbitant. Et du coup, c'est tout simplement pas viable. Et une entreprise, il faut quand même qu'elle reste viable et rentable. Donc j'ai pris la décision il y a à peine 1 an de partir au Vietnam, du coup, comme la plupart des entreprises qui fabriquent des sacs techniques. Le Vietnam est vraiment spécialisé là-dedans aujourd'hui. Et à ma plus grande surprise, ça s'est très très bien passé et ça se passe toujours très bien. J'y retourne dans 15 jours là. Donc j'essaie d'y aller chaque année et l'idée c'est vraiment de développer avec eux des produits effectivement éco-responsables. Et même eux sont intéressés pour qu'on leur apporte justement nos besoins et nos exigences en termes d'éco-responsabilité et de normes européennes aussi. Donc c'est un vrai challenge. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a interpellée sur votre site. Alors, vous jouez la totale transparence, hein, vous précisez qu'ils sont fabriqués au Vietnam. Ça peut sembler contradictoire de se dire on est éco-responsable mais on produit aussi loin. Ouais. Ça, c'est vraiment une démarche. Forcément, la question, je me la suis posée vu que j'étais une extrémiste du Made in Europe. Et puis, en fin de compte, il faut tout prendre en compte, justement, quand on crée un produit. Et typiquement, après, j'ai pas tout étudié dans le détail, mais on prend simplement le transport. C'est beaucoup plus polluant ramener à la pièce de faire venir un sac de Slovaquie par camion que par bateau. Après, le bateau, il y a encore plein de choses à revoir. Et c'est ça qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on fait un peu ce qu'on peut dans un premier temps, quand on est une petite start-up sans trop de moyens. Et puis, à chaque fois, on essaye d'explorer ce qu'il est possible, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et donc, du coup, ce n'est pas incompatible. L'idée, c'est vraiment d'essayer déjà de faire des produits de qualité, dans des bonnes conditions de fabrication. Et le Vietnam, ce n'est pas parce que c'est en Asie que c'est dans des conditions où c'est des petits-enfants qui le font. Ça, faut arrêter aussi de penser ça. Mais on essaie de travailler avec eux, justement, pour essayer d'être encore plus éco-responsable. Et c'est vraiment cette démarche qu'on essaye de travailler. Et c'est pour ça, j'insiste aussi, on est membre du réseau 1% pour la planète. Et ça, j'y tiens à cœur. C'est une association d'entrepreneurs philanthropes, on va dire, qui reverse 1% du chiffre d'affaires, donc pas du bénéfice, du chiffre d'affaires, à des ONG qui œuvrent justement pour la protection de l'environnement. Justement, j'avais noté ça.
Et pourquoi vous avez décidé de faire partie de ce club des 1% pour la planète? Alors c'est un peu personnel aussi parce que j'ai travaillé avant dans mon autre vie de salarié, j'étais chez Patagonia. Et le fondateur Yvon Chouinard de Patagonia est aussi un des cofondateurs du 1% pour la planète. Et je m'étais toujours dit, le jour où si un jour je crée ma marque et mon entreprise, moi aussi je reverserai 1% de mon chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un engagement que j'ai envie de tenir jusqu'au bout. Et j'espère reverser beaucoup un jour. Alors, ils sont produits loin. En revanche, ils sont vraiment inspirés par la région, par Annecy. Vous avez plusieurs produits dont les noms mettent à l'honneur le lac d'Annecy, notamment. Il y a le sac Semnoz Push, je ne sais pas si je le prononce correctement, ou Paquier Push. C'est une source d'inspiration, ce lac. Fait, Annecy, j'y vis déjà depuis des années et mes bureaux donc, sont à Annecy. On essaie vraiment, oui, on fait fabriquer au Vietnam, mais c'est une infime partie de notre activité. Au final, on a vraiment la base de notre activité, c'est la conception de produits. Et tout est conçu ici. Et ce qui nous inspire, en plus, là, pour le coup, pour Mero Mero, c'est notre environnement outdoor. C'est justement les endroits où je suis allée, les endroits que j'aime. Et c'est vrai que le Semnoz, le lac, dans notre communication, on le voit. De toute façon, on sort de chez nous et on va faire des photos. Et voilà, tout est à portée de main dans le bassin annécien. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant. Et puis c'est notre nature, quoi. Quels sont vos produits phares ou préférés? Vous en avez ramené 2 avec vous? J'en ai ramené 2 parce qu'on va dire entre les deux, mon cœur balance. Parce qu'en fait, celui-là, c'est donc celui par lequel tout a commencé. Et donc, c'est ce fameux sac à langer de portage où on a pu peut-être voir une photo, cette photo-là. Et c'est vrai que c'est 2 ans et demi de travail et de développement. Et au final, c'est aussi l'avantage quand on crée son entreprise, c'est qu'on a plein de choses imprévues qui arrivent. Et j'ai créé rapidement, parce que j'avais besoin d'écouler de la matière, tout bêtement. Je me suis dit, allez, il faut absolument qu'on crée un sac à dos cool, sympa, qu'on puisse utiliser dans toutes les circonstances. Et on est venu à faire ce sac à dos qui, au final, cartonne, enfin à notre niveau. Mais effectivement, celui-là part très bien, du coup. Alors celui-là, quel est son usage, on va dire? Alors c'est justement un usage de sac à dos, on va dire, qu'on peut utiliser au quotidien. Et l'avantage, c'est qu'il passe d'à peu près, on va dire, une vingtaine de litres, je pense qu'on a vu la photo, à quasiment 40 litres. Donc on a une capacité, une modularité au niveau de la capacité. Et après, c'est aussi un sac qu'on peut très bien utiliser en sac à langer. Il a été prévu, même s'il n'en a pas l'air, pour être utilisé en sac à langer. Donc avec des accès sur les côtés, sur les 2 côtés, on peut l'accrocher à la poussette. Mais surtout, on ne voulait pas qu'il ait le look de sac à langer. Et ce n'est pas un sac à langer, au final. Donc c'est à la fois pour les baroudeurs, pour les parents, et on sent que ça a été conçu par une maman quand même. Voilà. En fait, on peut l'utiliser. En fait, c'est vraiment des sacs qui s'adaptent à notre vie active. Et on ne veut pas l'inverser. Pas à nous, parents ou autres, de s'adapter aux produits du marché. C'est vraiment notre constat. Peut-être une toute dernière question sur le nom, Mero Mero. Est-ce qu'il a une signification particulière? Oui, il en a une. C'est que Mero, ça veut dire simple, authentique, pur. En espagnol, plutôt utilisé au Mexique et en italien. Et l'idée, c'était justement de faire des produits le plus simple possible, au final. Et pour le petit clin d'œil aussi, le double usage Mero Mero vient de l'expression El Mero Mero plutôt en mexicain, qui veut dire le grand Manitou, le chef spirituel. Et pour l'histoire, c'est que mon fils a plein de doudous, et tous les mêmes, et il en a un qui l'appelle chef. Et pour la petite, et là je finirai là-dessus, et on l'a su après, c'est que le fabricant au Vietnam est en réalité un japonais. Et au Japon, Mero Mero veut dire coup de foudre. Et ça, si on avait voulu le chercher, on n'aurait pas pu, voilà. Merci beaucoup Hélène Alira-Marie d'être venue nous présenter vos sacs. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. On va passer à notre dernière rubrique et on va parler culture avec une artiste peintre. Joëlle Bernard me rejoint sur ce plateau. Bonsoir. Bonjour. Et bienvenue. Je vous laisse installer vos œuvres. Puisque vous êtes donc artiste peintre, vous réalisez également des caricatures. Donc votre spécialité, c'est bien le portrait. C'est le portrait, oui. Alors,
comment vous avez débuté la peinture? Alors, j'ai toujours dessiné, en fait, depuis que je suis toute petite. Et puis, pendant 30 ans, j'ai fait de la peinture, du dessin, tout autour du portrait, parce que ça m'a toujours plu. À 13 ans, j'ai fait le premier portrait. Et pendant 30 ans, donc, voilà, j'arrive à ce résultat au niveau des portraits à l'huile. Et il y a 3 ans, j'ai fait des caricatures. Voilà, je les ai découvertes, des caricatures bienveillantes en fait. Alors, pourquoi justement vous avez décidé de vous tourner vers la caricature? En fait, ce n'était pas vraiment voulu. J'ai fait une exposition autour du portrait dans tous ses états. Donc, j'avais présenté un portrait de 2 mètres à l'huile, ces portraits-là. Et puis, je me suis dit, il faut présenter la caricature, ça fait partie aussi du portrait. Et donc, j'ai regardé sur Internet, parce que je ne connaissais rien du tout à la caricature. Je m'étais même toujours dit que je n'en ferais jamais. Et puis, j'ai découvert, en fait, la caricature bienveillante, style bande dessinée, où on adoucit les traits. Donc ça, c'est des caricatures que j'ai fait à Avignon, dans la rue. Alors, c'est ça, Avignon, c'est un peu un tournant pour vous? Oui, ça a été le tremplin. En fait, c'est compliqué de faire de la caricature sur le vif parce qu'il faut être précis, il faut que ça ressemble, il faut oser en fait. Et j'avais beaucoup de mal parce que je faisais certains marchés, mais pas suffisamment pour prendre de l'assurance. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je vais partir au Festival d'Avignon, comme ça je le ferai tous les jours. Et ça m'a beaucoup aidée. Et depuis, j'ai beaucoup de commandes. Comment ça vous a aidé finalement d'être dans ce festival, un grand festival de théâtre en France, en Europe? Qu'est-ce qui vous a donné ce déclic, on va dire? Mais en fait, c'est une amie qui m'en avait parlé. Elle m'avait dit qu'il y avait des caricaturistes à Avignon. Alors, ça trottait un petit peu dans ma tête et je me suis dit, allez, j'y vais, il faut que je parte. Il fallait que je sois seule aussi pour me lancer, pour me booster un petit peu. Et bon, c'était très dur, hein, très difficile de faire le premier pas. Et puis finalement, c'était fabuleux. Quels sont les secrets, alors je ne sais pas si on peut dévoiler tous les secrets, mais d'une caricature ou plus largement d'un portrait réussi? Alors le portrait réussi, je pense qu'il faut que le regard vous interpelle et qu'il y ait du relief, voilà, dans le portrait. La caricature, il faut quand même qu'elle ressemble. Et les personnes qui m'en demandent aiment bien parce qu'elles sont mignonnes. Et ils ne se sentent pas agressés, en fait, quand je les fais. Donc, voilà, je pense que c'est ce qui est réussi. Mais bon, c'est toujours très difficile et il y a toujours beaucoup de travail à faire. Est-ce que vous faites d'autres styles de peinture en dehors du portrait ou est-ce que c'est vraiment votre... Oui, je fais plein de choses. Mais pour l'instant, là, en ce moment, ça a vraiment bien marché, les caricatures. Donc je suis plus axée sur ça. Donc, je fais aussi beaucoup de caricatures en situation. Alors, on me donne une photo et avec quelques informations autour de la passion ou du métier de la personne, je crée en fait tout un univers. Et les gens sont très intéressés. Voilà, ça marche bien. Alors, vous me disiez que notamment, vous utilisez l'informatique, enfin le numérique, oui, pour réaliser vos caricatures comme celle-ci que vous avez apportée. Oui, voilà. C'est une façon aussi de fonctionner avec son temps. Oui, c'est ce que j'avais découvert donc, sur Internet, qu'il y avait beaucoup de caricaturistes qui travaillaient sur tablette. Donc, je me suis lancée et finalement, c'est très intéressant, c'est ludique. Les gens aiment bien regarder. On peut les faire en couleur, c'est beaucoup plus facile. Mais bon, j'ai un stylet et je dessine directement sur la tablette. Et j'imprime directement aussi sur une petite imprimante en 10-15. Comme ça, les personnes repartent avec leurs caricatures et je les envoie par mail. Alors, où est-ce qu'on peut vous trouver, admirer vos œuvres? Alors, j'ai un atelier aux Ouches,
à côté de Servoz. Donc on peut passer. Bon, il faut quand même me contacter parce que je ne suis pas forcément toujours là. Voilà, c'est mon atelier là. Et puis autrement... Vous avez une page Facebook aussi? Voilà, j'ai une page Facebook qui s'appelle Joëlle Bernard, portrait caricature, les ouches Servoz. Voilà, c'est un peu compliqué. on le renotera. Et puis on pourra vous retrouver à nouveau au Festival d'Avignon cet été? Oui, je pense y retourner même les 2 mois. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. On vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur dans cette aventure. Merci beaucoup de nous avoir présenté vos œuvres ce soir. Merci à vous. Et à bientôt. Au revoir. Alors, je vais recevoir Clémence sur le plateau pour le rappel des titres. Clémence, dans le journal, on parlera du Funiflène. Oui, c'est le top départ du Funiflène. Il devrait être effectif à l'horizon 2023. On va faire un point dans le JT. Et puis, notre dernier épisode de la semaine. Alors, c'est pas le dernier, c'est le deuxième le coup. Et il y en aura un petit troisième. Et alors là, c'est le scotch qui va être à l'honneur, le ruban adhésif. Quand je dis scotch, j'en dis pas plus à découvrir dans le JT. C'est tout de suite sur 8 Mont Blanc, juste après la pub. Restez avec nous.